Je suis Benoît Beucher, je suis maître de conférence en histoire contemporaine de l'Afrique à l'université Paris-Cité, qui est l'ancienne Paris 7, Paris Diderot. Donc voilà, donc je suis par ailleurs membre de deux laboratoires, chercheur au sein du CESMA et puis chercheur également à l'IMAF, qui est l'Institut des mondes africains. Voilà, et donc, historien de formation, je travaille depuis une vingtaine d'années sur les sociétés de la boucle du Niger et plus particulièrement sur l'histoire prise sur la longue durée de l'actuel Burkina Faso. Voilà, et j'aurai l'occasion certainement de vous en parler, mais le champ de mes recherches s'élargit un petit peu depuis à peu près 2 ou 3 ans et déborde largement cet espace. Mes recherches actuelles portent sur une zone qui est assez large. Alors, c'est une recherche qui est en cours, donc elle n'a pas de caractère fini, hein, donc les choses peuvent encore évoluer en fonction de l'accès aux sources qui sont à la fois écrites, bien entendu, mais aussi orales. Mais donc, pour le moment, en tout cas, vraiment, je porte toute mon attention sur l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça, c'est l'Afrique subsaharienne française. L'Afrique de l'Ouest en particulier, mais aussi l'Afrique centrale, parce que bah, vous avez des espaces si je puis dire, de circulation des hommes, des femmes, des idées, des pratiques, des expériences. Et donc, ça nécessite de prendre en considération un espace assez large. Le plus vieux point de présence française en Afrique subsaharienne, hein, j'exclus l'Afrique du Nord, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal où, à partir de 1659, les Français sont établis de manière assez ferme, bien que sur une toute petite pointe ouest de l'actuel Sénégal. C'est Saint-Louis, en fait, hein, Saint-Louis, qui était l'île de Ndar auparavant. Et donc, ces contacts commencent à ce moment-là, si on veut, hein, des contacts directs, on va dire, mais il faut bien voir que la présence française, encore une fois, elle était quand même non seulement très lâche, mais elle était très modeste jusqu'au 19e siècle. Ça n'a pas empêché donc des voyages d'exploration d'être menés, des explorations qui sont soit portées par des individus hein, sur fonds propres, donc c'est des initiatives qui peuvent être des initiatives personnelles qui relèvent pratiquement de l'aventurisme, hein. Et vous avez également des missions qui sont commandées en quelque sorte par les autorités, notamment militaires ou civiles. Et si vous voulez, donc, les Français donc, commencent véritablement à connaître cette partie de l'Afrique à partir des années, on va dire, 1850 à 1880. C'est vraiment le point de départ. Donc, c'est plutôt récent, en fait, hein, dans l'histoire de la présence française en Afrique subsaharienne. Les premiers territoires qui passent sous l'influence française, donc je l'ai dit tout à l'heure, vous avez bien sûr donc ce bout de Sénégal et puis le Sénégal ensuite tout entier. Donc ça, c'est essentiellement le fruit d'une politique très volontariste d'un personnage que vous connaissez certainement, qui est le général Faidherbe, sur lequel je pense que nous reviendrons. Mais on avait également des points d'appui à partir des années 1840 dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toute la Côte d'Ivoire, mais c'est une partie de la côte précisément ouest africaine, à cet endroit-là. Et puis, vous avez également le Gabon, un petit établissement qui était français. Donc ça, ce sont on va dire les premiers territoires qui sont sous influence française, mais encore une fois, c'est des territoires qui sont extrêmement ténus, hein. Et si vous regardez une carte de l'Afrique produite par exemple sous le Second Empire, donc entre les années 1850 et 1870, vous allez voir que les zones dans lesquelles les Français sont implantés sont extrêmement marginales, à l'exception de l'Afrique du Nord, de l'Algérie, hein. Donc il y a eu cette conquête entre 1830 et 1870 pour faire simple qui est vraiment la portion majeure, si je puis dire, de l'empire colonial français en Afrique à ce moment-là. Mais pour l'Afrique subsaharienne, ça a été beaucoup plus tardif et beaucoup plus long. Et finalement, là encore une fois, c'est à partir du Second Empire que une première expansion véritablement organisée, avec un certain nombre de moyens et avec des objectifs relativement ambitieux, va être imaginée, mais elle va être en réalité mise en œuvre sous la Troisième République, après le désastre de Sedan, c'est-à-dire la défaite de la France face à la Prusse lors de la fameuse guerre de 1870-71. Alors ça, c'est une très bonne question. Déjà parce qu'il faudrait définir ce qu'on entend par contact. Et c'est un concept que j'utilise dans mes travaux, qui est central, que j'essaie de défendre, parce que justement, il y a une certaine plasticité du concept de contact.
Le contact, c'est bien sûr, on le comprend bien, la mise en relation, mais c'est également la question des sens. Hein. Cum tactus, ça veut dire toucher, hein, c'est le toucher, toucher avec. Et donc, le contact, c'est lorsque l'autre, l'interlocuteur auprès de vous, finalement est en communication, en interaction avec vous, que ce soit de manière directe en face à face ou en différé, sans que ça ne se fasse de cette manière-là. Et donc, les contacts, ça désigne vraiment ce moment très précis où on va chercher l'autre, où on se porte à la rencontre de l'autre, et c'est un mouvement qui peut être réciproque. Et c'est le moment également où se construit toute une série de relations qui sont d'abord des relations essentiellement interpersonnelles. Hein, ce n'est pas encore tout à fait institutionnalisé, c'est des rapports entre individus, et puis ce sont des rapports qui finissent par s'institutionnaliser. Hein. Alors, ce qu'on appelle des premiers contacts, ce qui est intéressant avec, selon moi, hein, avec ce concept de contact, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu une période avec des premiers contacts et puis ensuite les relations se sont routinisées, banalisées jusqu'aux indépendances. Parce que finalement, les acteurs en présence, même s'il y a une mémoire du contact ou des contacts, les acteurs en présence ne sont pas toujours les mêmes. Hein. Et donc, si vous voulez, quand vous savez qu'un un administrateur français en Afrique subsaharienne occupait son poste en moyenne à peu près 2 ans, hein, donc vous voyez un petit peu le roulement, hein, ce qu'on appellerait un turnover dans notre langage d'aujourd'hui. Le turnover est très important et donc vous avez aussi toute une partie d'officiers, si on parle des militaires ou d'administrateurs civils, qui établissent, eux, leur premier contact avec des sociétés africaines tout au long de la période coloniale. Et c'est vrai à l'inverse. Hein. Il faut quand même bien se rendre compte que jusqu'aux indépendances, c'est-à-dire pour l'essentiel jusqu'aux années 1950-1960, une très très grande majorité d'Africains au sud du Sahara n'a jamais vu un seul Européen de sa vie. Hein. Donc les Européens ont toujours été en nombre très réduit, hein, dans cette Afrique subsaharienne française. Et donc les premiers contacts, pareil, s'échelonnent jusqu'aux indépendances et même au-delà, hein, on pourrait le dire. Donc, dire comment se passent ces premiers contacts, ça paraît un peu compliqué, sauf à modéliser, à essayer de comprendre ce qui se passe à chaque fois qu'on on assiste à des contacts initiaux. Hein. Et donc, je dirais que là, il est vrai que les contextes aussi ont une influence, parce que lorsque vous êtes dans un contexte où les Européens sont ultra minoritaires, où il n'est pas encore question de faire la conquête armée de ces territoires et où on sait que l'Européen qui n'est pas nombreux n'est que de passage, ou en tout cas on le pense, bah bien sûr, ça crée un climat assez différent dans lequel les Africains ne sont pas dans des relations asymétriques à leurs dépens. Ça crée aussi un climat peut-être parfois de méfiance parce que on ne connaît pas l'autre. Hein, donc forcément, il y a cette question de la méfiance qui est absolument centrale avec ce qui va avec, c'est-à-dire aussi la rumeur, par exemple. Hein. Ça, c'est un vrai objet d'étude en histoire et tout ça, ça contribue à forger un petit peu le cadre de l'interaction. Et puis, on a aussi la question finalement de l'apprentissage. On apprend à définir les contours de l'autre. Et ça, c'est une histoire à parts égales, pour reprendre les termes de l'historien Romain Bertrand, qu'on doit dresser, parce que c'est un processus à double sens qui se nourrit mutuellement. Hein. Donc, on apprend à dessiner, à esquisser la figure de l'autre. Il y a une question d'altérité parce que l'autre est un étranger. C'est un étranger sur tous les plans, sur le plan de la culture, physique, de la langue, etc., etc. Et donc, il y a cette phase initiale, en fait, où on essaie de déterminer des répertoires d'action. Comment on va se comporter avec un type de personnage, de personne, dont on ne sait pas très bien d'où il vient, quelles sont ses intentions, qui il est, quelle est sa culture, etc. Hein. Donc voilà, bon, j'aurai peut-être l'occasion de détailler un petit peu, mais ça, je dirais que c'est vraiment les premiers contacts, les contacts initiaux, c'est ça. Et si vous me permettez un petit mot là-dessus, il y a aussi, je crois, quelque chose qu'on peut emprunter notamment à Nathan Vachtel, vous savez, qui s'est beaucoup intéressé à la vision des vaincus, à la conquête du Pérou par les Espagnols à l'époque moderne. Et ce que j'ai trouvé tout à fait frappant dans les écrits qu'il a produits à partir des années 1970, c'est la question de la sidération. Donc ça, c'est une question qui m'intéresse énormément, c'est-à-dire l'effet de sidération, sidération liée à l'étrangeté, liée parfois aussi au matériel. Il y a aussi un environnement matériel des contacts qui peut être sidérant quand on voit par exemple des armes à feu, quand on voit des appareils électriques, etc., etc. Ce sont des choses qui sont d'ailleurs mises en scène par un certain nombre d'explorateurs européens et singulièrement français. Louis Federbe, il faudrait en refaire l'histoire et elle est compliquée parce que vous savez, on peut peut-être le dire d'entrée de jeu, il y a des collectifs, hein, qui existent pour déboulonner les statuts de fait d'herbe, que ce soit au Sénégal ou en France, notamment à Lille.
et qui invite à relire l'histoire de cette figure coloniale qui était un héros du point de vue de la France du Second Empire, puisque Faidherbe était connu pour deux faits d'armes. La défense de Médine en 1857, donc ça, on se situe dans le Soudan occidental, l'actuel Mali, et aussi pour peut-être une des seules victoires qui a été remportée face à la Prusse pendant la guerre franco-prussienne. Bon. Mais surtout, il a un passé colonial, il a été deux fois gouverneur du Sénégal. Et j'ai rappelé tout à l'heure que le Sénégal, c'est le plus ancien lieu d'implantation française durable en Afrique subsaharienne. Donc, quelque part, ça va former une sorte de matrice de représentation et de répertoire d'action pour l'ensemble de l'Afrique subsaharienne. Alors, il faudrait nuancer, bien sûr, mais Faidherbe, c'est quelqu'un qui allie savoir et pouvoir, hein, au sens de Foucault. C'est-à-dire qu'il est animé, c'est un militaire, il n'est pas là pour faire la paix, il est là pour remplir des objectifs militaires, ce qu'il avait fait d'ailleurs auparavant en Algérie. Donc, il a une expérience algérienne. C'est d'ailleurs en Algérie qu'il a appris l'arabe. Et lorsqu'il arrive au Sénégal, il voit tout au prisme de ce qui s'est produit en Algérie, hein. Et donc, il a bien compris qu'un militaire, dans les colonies, dans une phase initiale d'expansion, il doit, un, consolider les positions. Il doit bien sûr penser la tactique et la stratégie à adopter, mais il doit aussi faire très attention à la qualité des relations avec les sociétés au contact, hein, desquelles il agit, notamment parce que les Européens sont ultra minoritaires et aussi parce que ça n'a rien à voir avec l'opération Barkhane là, qui a eu lieu, on va dire, récemment dans l'actuel Mali pour l'essentiel. C'est que l'armée française, à cette époque-là, dans les colonies, elle est formée essentiellement par des Africains. Donc, si vous n'êtes pas en capacité de les recruter, et une fois que vous les avez recrutés, si vous n'êtes pas en capacité de les comprendre, c'est un problème. Ensuite, vous êtes dépendant de la population pour tout. Vous êtes dépendant pour l'approvisionnement en eau, en vivres, en renseignements, les pistes à suivre, l'état d'esprit des populations. Est-ce qu'elles sont hostiles ou pas hostiles? Est-ce que les lieux traversés ou qui vont être traversés sont des lieux agités par une rébellion ou pas, par exemple? Quel est l'islam? De quel islam parle-t-on? Etc., etc. Donc, Faidherbe va faire un travail de compilation, hein, de connaissances qui vont remonter en fait à l'époque moderne et au XVIIIe siècle aussi, hein, cette espèce d'époque d'articulation. Et Faidherbe est important parce que lui, il explique qu'il ne faut pas simplement avoir un savoir livresque sur les Africains au contact, c'est qu'il faut en faire une expérience directe, hein. Donc, il se définit comme un praticien de la colonisation et pour être plus précis, comme un praticien du contact. Donc, c'est ce qu'il fait, et notamment à Saint-Louis, qui est vraiment le centre, le cœur battant de la France dans cette partie de l'Afrique. À Saint-Louis, par exemple, il a l'habitude de se déplacer euh, plus ou moins déguisé, incognito, pour essayer d'observer en fait ce qu'il voit, la société qu'il a sous ses yeux. Et puis ensuite, Faidherbe, c'est quelqu'un qui, tout en produisant un savoir sur les langues, en apprenant tout un ensemble de langues, pas seulement l'arabe, hein, en produisant des dictionnaires, des grammaires, notamment de langue peul, le fulfulde, hein, comme on le dit aujourd'hui, va aussi produire des cartes, etc. Et il va donc réaliser des observations et il va pousser en fait les officiers sous ses ordres, notamment, à contracter des mariages avec des Africaines. C'est ce qu'on appelle les mariages à la mode du pays. Et lui-même va donner l'exemple, il va épouser, entre guillemets, une femme, une jeune africaine, dont on dit qu'elle s'appelait Dioukunda Sidibé, et il aura un fils qui va s'appeler Louis Faidherbe, qui va faire Saint-Cyr. Donc il y a la question du métissage chez Faidherbe aussi qui est importante, qui est une manière d'agir sur les relations. Et puis, il ouvre des écoles, voilà, il ouvre des écoles, il s'appuie sur les autorités musulmanes, notamment les autorités, on va dire, coraniques, dans le cadre du droit coranique. Il va également créer le premier bataillon de tirailleurs sénégalais, donc premier corps régulier d'Africains subsahariens au sein de l'armée française, etc. Et en cela, il est une sorte de figure qui est incontournable et qui va être célébré plus ou moins sous la Troisième République par les officiers qui, eux, vont être chargés de la conquête et qui vont parfois prendre de la distance à l'égard de Faidherbe, mais qui, en fait, vont largement marcher dans les pas de Faidherbe. Voilà. Je n'ai pas épuisé toutes les raisons pour lesquelles c'est une figure importante, mais peut-être qu'on aura l'occasion de le préciser. Le premier bataillon de tir sénégalais, qu'on appelle BTS, il est né au Sénégal en 1857, à l'initiative justement de Faidherbe, à l'époque gouverneur de ce territoire.
C'est pour ça qu'on appelle ce corps le corps des tirailleurs sénégalais. Tirailleurs, non pas parce que c'est dévalorisant et qu'on estime que les Africains ne sauront jamais tirer correctement avec des fusils, c'est parce qu'ils combattent en ordre dispersé, hein. Ça renvoie en fait à une doctrine d'emploi de ces forces qui ne sont pas appelées à se battre en ligne comme on le faisait à l'époque sur la mode napoléonienne. Sénégalais, alors qu'en fait, ils vont incorporer au fur et à mesure de la conquête d'ouest en est pratiquement toutes les sociétés en fait, hein, de l'Afrique subsaharienne. Donc, vous avez en fait des terreurs sénégalais qui sont soudanais, pour le dire de manière simple, qui vont être ivoiriens, en côte d'ivoirien, comme on dit aussi en pleine période coloniale, qui vont être dahoméens, c'est-à-dire actuellement, c'est le Bénin, hein, nigériens, etc., etc. Alors, ce corps, donc, né en 1857, ça regroupe encore des effectifs relativement réduits au moment de la création. Et l'idée de Federbe est très simple, en fait, hein. C'est qu'à l'époque, l'emprise française sur l'Afrique est tellement faible qu'il sait bien que pour recruter des soldats dits noirs, hein, j'emploie les termes de l'époque, hein, donc à mettre entre guillemets, pour recruter ces soldats dits noirs, eh bien, il va falloir passer par le volontariat. C'est-à-dire que le recrutement forcé, ça ne fonctionnera pas parce que de toute manière, la France n'a pas la capacité à l'époque de le faire, hein. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a des captifs, c'est-à-dire en fait, en quelque sorte, ce n'est pas tout à fait pareil, mais pour bien être compris, des sortes d'esclaves domestiques, hein. Donc, des captifs vont être rachetés. On appelle ça le rachat de captifs. Donc, c'est-à-dire des Africains qui vont obtenir leur liberté, mais en échange de quoi ils vont servir un certain temps dans les unités de tireurs sénégalais. Et puis, vous en avez d'autres qu'on essaye d'attirer, d'ailleurs tous les autres, hein. On essaie de les attirer par des tenues qui soient des tenues élégantes, qui soient bien pensées. Elles sont calquées sur les belles tenues, enfin en tout cas c'est comme ça qu'on les estime, les belles tenues des tirailleurs algériens que lui connaissait, hein. Donc c'est une mode à l'orientale, avec beaucoup de passementerie, des tissus, des couleurs chatoyantes, etc. Et puis on les équipe de fusils qui ne sont pas des pétoirs, c'est-à-dire qu'ils ont accès à des armes qui sont des armes efficaces, parfois même parmi les plus modernes de l'armée française. Donc, l'objectif, c'est de faire du service au sein des tireurs sénégalais un motif de fierté, que ça attire et que les gens aient envie de servir ce corps et servir des étrangers, en fait, hein, pour être très clair, c'est-à-dire les Français. Voilà. Ça, c'est vraiment les recrutements initiaux, si je puis dire. Et puis ensuite, les choses vont pas mal changer. L'expérience va être plus ou moins concluante. Et à partir des années 1880-90, c'est-à-dire vraiment au moment où s'accélère l'expansion armée de la France en Afrique, les tireurs sénégalais vont être massivement utilisés. En fait, c'est un petit peu ça l'ironie de l'histoire, c'est que l'Afrique a été conquise par des Africains, hein, d'un point de vue numérique, j'entends. Et ces tireurs sénégalais, bon, bah, certes, il y aurait des volontaires, mais on va aussi penser à les recruter de manière un peu plus coercitive, hein, au fur et à mesure que les structures bureaucratiques coloniales se mettent en œuvre, etc. Et la Grande Guerre, on est à une très tragique illustration, puisqu'on va faire massivement appel aux tireurs sénégalais pour se battre, en particulier en France. Et il se trouve que, bah, comme le disent certains fonctionnaires à l'époque, hein, français, hein, c'est des véritables chasses à l'homme qui sont organisées pour aller recruter les tireurs sénégalais. Certains disent qu'ils y allaient au lasso, hein, et que finalement, ils se comportaient comme des négriers du XVIIIe siècle, alors qu'on était, c'était la Troisième République avec ses idées généreuses du XXe siècle. Voilà, donc ça a été quand même quelque chose de tout à fait tragique. Donc on a plusieurs modes d'incorporation et ensuite, tout cela va connaître des évolutions où on va passer à un mode de conscription un peu plus classique. Alors ça, c'est tout l'objet justement de ma recherche, c'est de voir ce qui se passe dans une perspective dynamique. C'est-à-dire que là, on a affaire à des déplacements. Bon, il y a des points fixes. Il y a des points fixes qui sont les forts, un certain nombre de villes, parfois même qui sont créées pratiquement ex nihilo, comme Bamako, par exemple, en 1883. C'était un gros village, hein, la capitale de l'actuel Mali. Et très clairement, la politique française consiste, à partir de 1883, donc, à en faire un vrai centre urbain dans lequel les contacts vont s'établir. Alors parfois aussi, les Français et les militaires français rasent des villes et des villages qui ont été défaites. Donc elles sont tout simplement rasées et on reconstruit des villes ou des villages, entre guillemets, artificiels à côté. Et l'objectif, je crois, et ça n'a pas été souvent vu, c'est aussi justement de maîtriser le cadre des interactions et des contacts avec les Africains, hein. Donc il y a des points fixes qui sont faits pour ça, hein. Et en même temps, il faut toujours se souvenir que quand je parle de contact, ça veut dire aussi mise à distance.
Les deux fonctionnent ensemble. Il y a des phénomènes de ségrégation, on va dire raciale, il faut être très clair, de considération voilà, qui font qu'on ne se mélange pas toujours. Mais justement, l'idée, c'est de réguler les contacts, de les ouvrir quand on veut les ouvrir et de les refermer quand on veut les refermer. Les Africains, d'ailleurs, essayent de faire la même chose de leur côté. Et ensuite, il y a une question de mobilité, c'est-à-dire que la conquête, elle se fait par des colonnes, généralement, ce qu'on appelle des colonnes sur le plan militaire, qui se déplacent, parfois très vite, même si elles ne sont pas motorisées. Et ces colonnes en déplacement, c'est quand même très intéressant parce qu'elles comprennent généralement une infime minorité d'Européens, peut-être 4-5% des effectifs d'une colonne, ce sont des Européens, et tous les autres, ce sont des Africains, y compris des femmes, des enfants, etc., etc. Il y a des civils aussi dans ces colonnes. Et donc, les interactions, elles se font à l'intérieur de ces colonnes qui sont en même temps ce que j'appelle finalement des bulles en mouvement. C'est des bulles en mouvement, des bulles défensives en terrain hostile. Et puis, ces bulles en mouvement, dont on n'est jamais sûr de ce qu'elles sont, les officiers qui les commandent ne sont jamais sûrs que tous ceux qui les composent sont des gens loyaux, qui comprennent, qui les comprennent, etc., etc. Ces bulles en mouvement sont en contact de sociétés africaines tout au long de leur parcours et des combats qui sont menés. Donc, en fait, j'ai envie de dire qu'il y a un double jeu de contact à l'intérieur, en interne, dans ce cadre dynamique qu'est la colonne, et puis en externe, c'est-à-dire au contact des sociétés. Et je voudrais d'ailleurs préciser une petite chose, c'est que en contexte colonial, je le dis de manière un peu caricaturale, mais on n'a pas affaire à des combats qui se déroulent sur des champs de bataille dédiés à la guerre. Donc, on n'aménage pas des champs de bataille qui sont complètement séparés ou relativement séparés des populations civiles. On fait la guerre parmi les civils. Et donc, ça, c'est très important à prendre en compte lorsqu'on parle de contact. Et j'imagine que ça vous renvoie tout de suite à l'univers de la guerre d'Algérie, par exemple, de la guerre d'Indochine ou de la guerre du Vietnam pour les Américains. C'est-à-dire qu'on fait les combats à l'intérieur même des populations. Et donc, ça nécessite de penser le contact avec les civils. Déjà, il y a une première chose qu'il faut dire. Là aussi, je suis obligé à chaque fois de dresser les choses à gros traits, donc il faut toujours être très nuancé. Mais il n'y a pas de théorie fixe suivie par les officiers en matière notamment non seulement euh, quant à la façon de faire la guerre, mais aussi à la façon de penser les contacts. Ça ne se fait pas comme ça. Et pour une raison très simple, c'est que d'une certaine manière, pour une partie de l'armée française, la guerre dans les colonies, ce n'est pas la vraie guerre. C'est pas une guerre noble. C'est pas glorieux. Et surtout, c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important pour une partie des officiers français, c'est quoi? C'est faire la guerre en Europe. C'est notamment prendre la revanche face à l'Allemagne après l'humiliation de 1870. Et donc, il y a une partie des officiers qui estiment que l'armée française perd son temps dans les territoires ultramarins et en particulier africains, dont on ne sait pas très bien ce qu'ils vont faire. Ce que je veux vous dire par là, c'est que du coup, dans les écoles militaires de l'époque, sous la Troisième République, au moins jusqu'à la Grande Guerre, on n'enseigne pas la façon de faire la guerre dans les colonies et on n'enseigne pas non plus la manière de penser les contacts. Alors, comment ça se fait? Il y a une partie, au contraire, des officiers qui, eux, estiment que l'honneur de la France, elle est défendue et elle est servie lors des opérations dans les Outre-mer, si je puis dire, et notamment en Afrique. Et ceux-là pensent que la guerre qui est conduite, elle est spécifique et qu'elle mérite non seulement d'être connue, mais également d'être étudiée et que des savoir-faire soient transmis, notamment les savoir-faire du contact. Et donc, ce sont généralement des figures qui, individuellement, souvent à leur propre initiative et parfois sur fonds propres, vont publier des manuels, vont publier des récits d'exploration ou de campagnes militaires où ils vont exposer leur point de vue sur ce qu'il faut faire dans les territoires ultramarins, pour le dire de manière générique. Et là, vous avez des figures qui sont des vrais communicants, en fait, et qui sont très politiques et qui sont plus capables que d'autres de jouer ce rôle-là. Gallieni en fait partie. Gallieni, c'est quelqu'un qui a une carrière qui est remarquée, qui a servi non seulement dans ce qu'on appellerait l'Indochine, donc en Asie du Sud-Est, mais aussi en Afrique de l'Ouest et à Madagascar, etc. Et Gallieni, clairement, s'inspirant en partie de Federer, mais s'en détachant aussi, explique ce qu'il faut faire. Donc, par exemple, un officier français dans les colonies, c'est quelqu'un qui ne fait pas que se battre,
Gallieni, il est capable d'être cruel, hein. Il est capable d'user de la violence la plus crue. Mais il explique que c'est pas seulement ça, il faut aussi bâtir des villes. Chez Gallieni, il y a l'idée d'officier bâtisseur un peu à la romaine. Je crois que d'ailleurs, Rome, c'est vraiment toujours l'arrière-plan, hein. Ensuite, il faut penser le contact. Pour penser le contact, il faut s'appuyer sur des intermédiaires, des hommes entre plusieurs mondes qui vont jouer ce rôle d'interface entre les Français et puis les sociétés africaines de manière générale. Là, il s'inscrit dans les pas de Faidherbe et notamment, il va créer des écoles des otages, c'est-à-dire des écoles de fils de chefs qui sont, après défaite, confiées à la France comme signe de loyauté, hein. Et donc, le but, c'est de franciser ces élites et de faire en sorte qu'ensuite elles soient des relais d'influence au sein de l'Afrique française. C'est ce qu'il appelle la politique de la tache d'huile qui en fait est empruntée à d'autres parce que Gallieni est un copieur. Il emprunte quand même un certain nombre de recettes à d'autres, notamment à Penquin, hein. J'ai mon collègue Jean-François Klein qui a publié un ouvrage sur Penquin et son action en Indochine. Et clairement, Gallieni emprunte beaucoup de ses concepts à Penquin sans le citer, bien entendu. Et on a retenu que la tâche d'huile, c'est Gallieni. Bon, mais toujours est-il que voilà, c'est quelque chose d'individuel qui se transmet autour de grandes figures. Archinard, c'est quelqu'un qui n'a pas cette capacité, cet entre-gens politique. C'est pas quelqu'un qui a ses talents de communication, etc., etc. C'est pas quelqu'un qui écrit non plus. Gallieni écrit beaucoup, il publie chez Hachette, hein, dans les années 1880-90. Donc avec des gravures qui frappent l'imaginaire de ceux qui lisent, etc. Archinard, c'est un officier qu'on appelle soudanais à l'époque, c'est-à-dire qui a fait l'essentiel de ses armes au Soudan, c'est-à-dire dans l'actuel Mali, en gros. Et Archinard, c'est quelqu'un qui pense le contact, qui pense ces figures intermédiaires, etc., mais qui n'écrit pas beaucoup là-dessus et qui ne théorise pas, hein. Donc, on a souvent opposé Gallieni à Archinard en disant bah, on a d'un côté un Gallieni qui est quelqu'un d'un peu plus politique, un peu plus réfléchi, etc., plus prudent aussi. Et puis, on a des fous furieux comme les Archinard qui, eux, réfléchissent pas, qui foncent, qui regardent pas à la casse, etc. Bah, ça, faut pas se laisser duper par cette vision un peu instrumentalisée des choses. Voilà. Et puis ensuite, une dernière petite chose, j'aurais beaucoup de choses à vous dire, vous en doutez, hein, c'est qu'on a aussi des officiers euh, dont on finit par oublier pratiquement qu'ils sont des militaires. Et je pense en particulier à une figure qui est lui, Gustave Binger, dont mon objectif n'est pas de réhabiliter la mémoire, hein, mais simplement pour expliquer que, il va réaliser une mission d'exploration sans troupes, hein. Donc, en gros, il est seul. Parfois même, il n'a même pas d'interlocuteur, il n'a pas d'interprète, etc. Il en a parfois et des fois, il n'en a pas, etc. Donc, il prend quand même un certain nombre de risques pour faire une vaste mission dans ce qu'on appelle les pays de la boucle du Niger. C'est-à-dire, en gros, c'est une bonne partie du Sahel. Et ce qui se passe, c'est qu'il va fournir en fait une étude qui est encyclopédique sur la région qu'il va traverser. Ce sont deux volumes d'à peu près 600 pages chacun qui vont être publiés chez Hachette en 1890. Et Binger, eh ben, finalement, l'aspect militaire, il est pas prégnant. On y voit plutôt quelqu'un qui s'intéresse aussi bien à la botanique qu'aux sociétés humaines, qu'au commerce, aux objets. Il dessine les objets, il dessine les gens qu'il voit, il essaie d'apprendre les langues, hein, il en connaît un certain nombre, mais il essaie d'en apprendre un maximum, etc., etc. Et donc, cette personne-là, bah, justement, va basculer parmi les civils, hein. Donc, il va quitter l'armée avec le petit grade de capitaine et il sera le premier gouverneur civil de la Côte d'Ivoire. Bah, c'est une question qui est très complexe que vous me posez parce que, vous voyez, il faudrait en fait à chaque fois, et c'est la difficulté de ma recherche, à chaque fois saisir de qui on parle quand on parle des Africains. Pour les Français, c'est plus facile parce que c'est un groupe qui est beaucoup plus restreint, d'autant plus que mon attention est portée sur les militaires. Donc, je l'ai fait exprès d'ailleurs. C'est un groupe qui est conscient de lui-même, qui est présent encore aujourd'hui en Afrique et qui concerne finalement un nombre d'individus qui est relativement restreint. Mais les sociétés africaines, c'est tout le monde, ça, potentiellement. C'est-à-dire, les femmes, par exemple, jouent un rôle majeur dans les interactions. Or, elles ont laissé peu de traces dans les sources, hein. Donc, il y a cette question qui est posée. Les enfants, moi je tiens que les enfants jouent un rôle majeur dans les contacts entre les officiers français et les sociétés africaines. Ils apparaissent toujours en arrière-plan comme les femmes,
hein, dans les récits d'exploration, de mission. Mais en fait, les enfants jouent un rôle important, sauf que bah, y a toute une recherche à mener pour le comprendre, ça, et pour saisir aussi la façon dont ils se comportent. Ensuite, il y a les hommes, mais dans les hommes, il y a des guerriers, des combattants, des gens qui combattent contre les Français. Il y a des gens qui combattent contre les Français, mais qui les rejoignent. Il y a des gens qui rejoignent les Français, puis qui rejoignent ensuite ceux qui les combattent. Enfin, vous voyez, donc il y a des figures qui sont des transfuges. Donc, en fait, on a à peu près tout. Donc, c'est extrêmement compliqué à saisir. Et ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas dresser un tableau d'ensemble pour dire, bah, voilà l'évolution sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, les grandes inflexions, ça a été ça. Parce que là, je crois qu'il faut vraiment faire attention à la fois aux sources et à faire cette histoire à hauteur d'hommes et de femmes, hein. Donc, c'est des situations qui, bien souvent, sont des situations très singulières qu'il est difficile de généraliser. En tout cas, ce qui est certain, ce que je peux vous dire, c'est qu'à gros traits toujours, on a une phase d'expansion qui date des années 1850 à 1900 à peu près. Et encore, en réalité, ça perdure bien au-delà, mais enfin, une phase d'expansion armée où là, on a des relations d'affrontement. On a aussi des gens qui jouent double jeu et il y a des gens qui se rallient aux côtés de la force du plus puissant. Donc, on a ça. Et puis, on a beaucoup de gens qui subissent la guerre, peu importe qui l'amène, etc., etc. Ce qui se passe, et puis peu de connaissances. Et puis ensuite, à partir de 1914, les relations quand même s'intensifient. Je parle de contact à haute fréquence, hein. Donc il y a des questions de fréquence aussi, c'est-à-dire le retour des Européens, les intervalles entre ces rencontres elles se raccourcissent. Et donc, il y a plus d'occasions en fait pour les Africains à partir des années 1920-1930 de rencontrer les Européens qu'avant, hein. Et ça, c'est vrai pour les pays de l'intérieur de l'Afrique en particulier. Donc, parce qu'ils font leur service militaire, parce qu'il y a le travail forcé, donc ils sont déplacés, donc ils sont mis au contact des Européens, parfois très loin de chez eux, parce que des informations toujours plus nombreuses circulent, etc., etc. Donc, les relations, d'une certaine manière, les contacts, ils ont tendance un petit peu quand même à se normaliser et à s'insérer dans des cadres institutionnels qui sont ceux de la colonisation. Voilà. Et de la société coloniale en formation. Et puis ensuite, bon, bah, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des révoltes, qu'il n'y a pas eu des résistances encore, hein, face à cette présence française. Ça n'a jamais cessé jusqu'aux indépendances en réalité. Mais ce qu'on peut dire également, c'est que malgré tout, il y a quand même une certaine connaissance, interconnaissance qui s'est renforcée et qui, selon moi, mais c'est une hypothèse qu'il faudra mettre à l'épreuve des faits, ça va être compliqué, je ne serai pas le seul à pouvoir travailler, je ne suis pas seul à travailler là-dessus, mais on a ce sentiment que plus les interactions sont nombreuses dans le contexte colonial, et plus la figure de l'autre s'épaissit. C'est-à-dire, il y a une mise à distance par le contact, en fait, d'une certaine manière. Donc, par exemple, les stéréotypes raciaux ou ethniques, se figent alors qu'on n'a jamais produit autant de savoir, qu'il n'y a jamais eu autant de contacts que dans les années où ils se figent. Et je suis persuadé que du côté des sociétés africaines, les clichés sur les Européens, les caricatures sur les Européens, les images figées des Européens qui sont des gens inconvenants, qui sont des gens toujours pressés, des gens bizarres qui sont d'heures assez étranges, c'est ce qu'on retrouve souvent, hein, dans les témoignages, etc., etc. Eh bien, tout cela aussi se fige dans l'interaction. C'est assez paradoxal, mais ça, je crois qu'il faudrait arriver à analyser tout ça beaucoup plus finement encore. Quelles sont les grandes opérations militaires qui sont menées sous la Troisième République? Bon, d'abord, il faut rappeler que la Troisième République, elle dure de 1870 à 1940, donc ça nous met sur une période extrêmement longue, et que pour ce qui est de l'histoire des opérations militaires en Afrique, ça veut dire qu'il va falloir que je réponde en faisant un petit jeu d'échelle. Donc, il va falloir voir l'espace de manière un peu particulière. D'abord, il y a les opérations qui sont conduites, puisque vous me posez cette question, en Afrique subsaharienne, hein. Donc là, vous avez, entre les années 1850, ça débute sous Faidherbe, hein, 1850 jusqu'à son départ, bon, jusqu'au milieu des années 1860, on va dire, vous avez une première impulsion qui est menée d'ouest en est, c'est-à-dire du fleuve Sénégal vers le fleuve Niger. Puis ensuite, il y a un coup d'arrêt. Ça, c'est la guerre franco-prussienne qui veut ça. Il y a une période de recueillement, comme on le dit à l'époque. Et encore une fois, on n'est pas certain que des opérations en Afrique soient ce qu'il y a de mieux à faire.
Et à partir des années 1880, avant même la conférence de Berlin de 1884-85, le mouvement reprend. La compétition, en fait, est lancée entre la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, sans parler de la Belgique, bien entendu, hein, pour l'essentiel. Donc là, les opérations militaires se multiplient et c'est le plan de Faidherbe qui va être suivi. Je rappelle que Faidherbe meurt en 1889 et il était sénateur sous la Troisième République, grand chancelier de la Légion d'honneur. Il avait une influence encore sur la politique française sous la Troisième République. Il fait le lien entre le Second Empire et la Troisième République. Donc, les opérations militaires suivent ce plan d'ouest en est, qui est la grande vision de Faidherbe. D'autres pensaient qu'il fallait que ça parte de l'Algérie au nord vers le golfe de Guinée au sud, hein. Donc, lui, c'est cet axe-là. C'est ce qui va être fait. Donc, dans les années 1880, 90 jusqu'à 1900, c'est la course vers le Tchad, le lac Tchad, qui est atteint en 1900, avec la défaite d'un empereur, pour le dire simplement, qu'on appelait Rabat ou Rabais, dont la tête sera tranchée et exhibée en 1900. Et donc là, trois grandes colonnes françaises convergent, trois missions françaises convergent sur les bords du lac Tchad, et ça s'arrêtera là, suite à ce que vous savez certainement, c'est-à-dire l'incident de Fashoda de 1898, où la petite troupe, on va dire, française de marchands va rencontrer la grande colonne de Kitchener, et la France va devoir rebrousser chemin, hein. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les opérations qui sont conduites jusqu'en 1900 pour l'essentiel sont des opérations qui sont conduites en Afrique subsaharienne. Et puis, ce qui va se passer ensuite, c'est qu'après, on a une phase qu'on appelle à l'époque de pacification, à mettre entre guillemets, parce que ça veut pas dire l'inverse de ce que ça veut dire, comme je le vois souvent, c'est pas vrai. Le but, effectivement, c'est de mettre fin à la guerre en utilisant les moyens les plus durs, en utilisant la force, hein. Bon, ça, c'est vrai. Et donc, ce qu'on appelle pudiquement pacification, en fait, c'est la poursuite de la conquête, hein. Donc, mais l'éradication des foyers de résistance. Donc, on a cette phase-là qui, en fait, va durer bien au-delà de la Première Guerre mondiale, hein. Donc, mais l'essentiel se termine à peu près à ce moment-là, au moment de la Première Guerre mondiale. On a ensuite des opérations de maintien de l'ordre, etc., comme on les appelle. Et puis surtout, les tireurs sénégalais, notamment, eux, ils vont faire la guerre, donc sous la Troisième République, ils vont faire la guerre en Afrique du Nord. Ils vont être utilisés notamment lors des opérations au Maroc, sous les ordres d'un certain Mangin, Charles Mangin, qui va théoriser en 1910 l'utilisation de ce qu'il appelle la force noire. Et donc, c'est la prise de Marrakech, 1912, c'est le protectorat français qui commence au Maroc. Des tireurs sénégalais ont été employés. Donc, j'ai envie de dire que les opérations militaires impliquant des Africains subsahariens, il faut aussi les voir de cette façon-là, c'est-à-dire en dehors de l'Afrique subsaharienne, donc au Maroc. Et la campagne du Maroc avait semblé donner raison à Mangin, qui disait que les Africains dits noirs, comme on le disait à l'époque, étaient des soldats qui pouvaient être de très très bons soldats et combattre, y compris en France. Bah, évidemment, c'est ce qui s'est passé pendant la Grande Guerre. Et donc, sous la Troisième République, avec les deux guerres mondiales, eh bien, on a une prolongation de la guerre, je veux dire, de la guerre employant des soldats subsahariens, prolongement ou prolongation bien au-delà de la phase d'expansion et bien au-delà de l'Afrique, hein, puisque là, les tireurs sénégalais vont combattre notamment sur le front de l'Ouest, c'est-à-dire en France, mais pas seulement, donc en France, en Belgique. Ils vont aussi participer aux opérations contre l'Empire ottoman. On les verra débarquer à Salonique, etc., etc. Ce qu'on appelle le Front d'Orient. Donc, tout ça va perdurer. Et Seconde Guerre mondiale aussi, hein. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous savez, des tireurs sénégalais vont se battre contre les soldats allemands en France, et puis ils vont ensuite, une partie d'entre eux, rejoindre les rangs de la France libre et combattre en Italie, combattre en France, etc. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure pour les colonnes, hein. Vous vous souvenez, je parlais de bulles en mouvement. Il y a un petit monde, un microcosme, un monde en réduction, où les contacts se déroulent de manière très intensive, puis il y a le contact avec les populations. Et quand les tirailleurs sénégalais sont employés, par exemple, je ne parle même pas du cas du Maroc, mais en France, pendant la Grande Guerre, eh bien, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des contacts qui sont réalisés au sein des unités de tirailleurs sénégalais, y compris avec des militaires français, puisqu'en fait, vous avez des militaires français au sein des troupes coloniales et des unités de tireurs sénégalais, non seulement ceux qui les commandent, mais parfois aussi de simples militaires du rang. Donc les contacts se font comme ça, et
soit vous avez des officiers et des sous-officiers qui connaissaient déjà bien les Africains subsahariens parce qu'ils avaient une carrière, si je puis dire, coloniale avant de faire la Grande Guerre, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils disaient, par exemple, bah, moi, les Bambara, les Wolofs, je les connais bien parce qu'en 1890, j'ai servi au Soudan, j'ai servi au Sénégal, etc. Bon. Vous avez aussi des militaires qui découvrent pour la première fois des Africains en combattant à leur côté, hein, sur le front d'Ouest, comme j'ai dit, ou sur le front d'Orient, ou en Afrique. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu des combats en Afrique. Et ils rencontrent les populations, la population française. C'est-à-dire que 14-18, bon, ça, tout ça a été très bien documenté, hein. Je renvoie notamment aux travaux d'Antoine Champeau, Éric Dereau, Julien Fargetas, Anthony Guyon, et je pourrais en citer encore bien d'autres, hein, qui montrent bien que ben voilà, c'est les premiers contacts avec les Français en France, hein. Avant, c'était le cas d'une minorité. Là c'est un emploi quand même massif. Pensez que pendant la Grande Guerre, c'est 160 000 tirailleurs sénégalais venant d'AOF qui sont employés et à peu près 20 à 30 000 venant d'Afrique équatoriale française. Ça représente du monde. Et alors là, pour la première fois, ils voient quoi? Ben, ils voient des vieux, des personnes âgées, parce que dans les colonies, on n'en voit pas des vieux, hein. Donc, ils avaient l'impression que les Français, c'était des gens un peu toujours jeunes, immortels, etc. Bah là, ils voient qu'il y a de tout dans la société française. Donc, il y a des vieux, ils voient les femmes. Or, ils avaient vu très, très peu de femmes avant parce que les conditions sanitaires étaient telles que généralement, tous ceux qui étaient dans les colonies, les Français, n'amenaient pas leurs épouses sur place, hein. Donc là, ils voient des femmes, et y compris des prostituées, parce que le contact, c'est aussi le contact sexuel, hein. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte dans cette histoire-là. Bon, les contacts avec les femmes ne se résumaient évidemment pas du tout à ça, mais ça a été une question qui a été majeure, hein, pour les acteurs de l'époque. Et c'est pour ça que j'en parle. Et donc, ils voient des femmes dont certaines sont, avec lesquelles certains d'ailleurs tombent amoureux, hein, etc. Ils voient les enfants, euh, et puis ils voient des Allemands, ils voient des Belges, ils voient des... Bon, voilà. Donc, les contacts, en fait, s'élargissent avec la Grande Guerre, parce que ces contacts sont déportés, délocalisés de l'Afrique subsaharienne, du cadre de l'Afrique subsaharienne et même de l'Afrique tout court, vers des horizons plus larges, européens en particulier. Alors, il y a les troupes coloniales. Les troupes coloniales, qu'on appelait troupes de marine avant 1900, qu'on appelle troupes coloniales en 1900 jusqu'à 1958, où elles redeviennent des troupes de marine qui existent toujours. C'est ce qu'on appelle une arme dans l'armée française. Donc, elle est utilisée, employée pendant la Grande Guerre. Et à l'intérieur, vous avez des tireurs sénégalais. Et puis, vous avez des soldats, des sous-officiers et des officiers qui n'appartiennent pas nécessairement à ce corps, à ces unités de tireurs sénégalais. Et puis, vous avez pratiquement de tout, hein. Ce que je veux dire par là, c'est que l'armée française, elle racle, en quelque sorte, vous me permettez l'expression, les fonds de tiroir assez vite, parce qu'en fait, la guerre a un coût humain que personne n'avait imaginé, anticipé, qui est phénoménal, phénoménal. Et donc, eh bien, on mobilise tout, partout, tout le monde. Donc vous avez des tireurs sénégalais, vous avez des Zouaves, vous avez des Spahis, vous avez des tirailleurs algériens, vous avez des tirailleurs anamites. C'est tout l'Empire qui est mobilisé, hein. Ce qui ne veut pas dire qu'on arrive à recruter tout le monde. Il y a des populations qui échappent presque complètement au recrutement, hein. Par exemple, les Peuls, qui étaient d'excellents combattants, qui étaient des vraies sociétés guerrières, les Français n'arrivent pas à les incorporer, donc on en retrouve peu enfin relativement peu par rapport à d'autres sous les drapeaux, hein. Mais donc, c'est tout l'Empire en fait qui est mobilisé. Les Anamites, comme on les appelait à l'époque, euh, voilà, donc les Indochinois, si vous voulez, on considérait qu'ils ne faisaient pas de très bons soldats parce que de petite taille, on pensait qu'ils avaient une constitution chétive, etc., etc. Et donc, ils étaient plutôt utilisés à des emplois dans des bataillons d'étape, voilà, donc des fonctions logistiques, de travail, etc., etc. Mais en fait, c'est tout l'Empire qui est mobilisé. Et Jacques Frémaux, par exemple, montre que, en gros, vous avez au total pratiquement 500 000 combattants venus de l'Empire, toutes parties confondues, et à peu près autant de travailleurs. C'est-à-dire que c'est pratiquement 1 million de personnes qui ont été directement mises à contribution pour l'effort de guerre pendant la Grande Guerre. En fait, il y a eu plusieurs crises des effectifs pendant la Grande Guerre. Je l'ai rappelé tout à l'heure, mais pendant la bataille des frontières, c'est-à-dire au tout début de la Grande Guerre, les pertes, c'est à peu près 2000 soldats par jour.
je ne sais pas si on s'imagine, et on peut comparer avec ce qui se passe actuellement dans des conflits qu'on connaît, hein, y compris en Europe, des conflits de haute intensité. 2000 morts par jour, c'est considérable, hein. Et donc, très rapidement, l'armée française est confrontée à cette crise des effectifs, parce que les offensives sont meurtrières, parce que aussi les stratégies qui sont mises en œuvre au départ ne sont pas suffisamment regardantes certainement sur les pertes, hein. Et donc, le besoin se fait vite sentir. Une petite précision, pourquoi ça se fait sentir aussi? Parce que ça, tout le monde le savait, et Mangin le disait lui-même en 1910, au niveau démographique, la France, bah, si vous voulez, les Françaises et les Français ne faisaient pas assez d'enfants, hein. Et donc, démographiquement, il y avait un écart vis-à-vis de l'Allemagne qui faisait qu'il y avait une dissymétrie en termes d'effectifs. Bon, ça, c'est aussi une autre explication. Bref, toujours est-il que les troupes de l'Empire étaient employées, mais pas encore en très grand nombre en 1914-15, parce qu'il fallait le temps de les recruter, de les acheminer, de les amener sur le front et puis de voir ce qu'elles valaient à l'épreuve du feu. Et donc, on se rend compte vers 1915 qu'il y a des très gros besoins d'effectifs et il faut que l'Empire comble ces besoins-là. C'est d'autant plus important qu'à cette époque-là, les États-Unis ne sont pas en guerre. Donc, la Russie l'est encore jusqu'en 1917, mais ce n'est pas encore le cas en 1915, etc. Donc, il y a une première crise des effectifs qui pousse à recruter un très grand nombre, notamment de tirailleurs sénégalais, ce qui va provoquer des soulèvements pratiquement partout en fait dans l'Empire, mais plus particulièrement pour ce qui me concerne en Afrique de l'Ouest française, notamment une guerre anticoloniale qu'on appelle la guerre du Volta-Bani entre 1915 et 1916. Et puis ensuite, vous connaissez certainement l'histoire, c'est le chemin des dames, l'offensive du chemin des dames de 1917, d'avril, hein, qui va être tragique, qui va coûter énormément de vies humaines, et en même temps, cette idée qu'il est plus possible de mener les campagnes de recrutement massif telles qu'elles avaient été menées en 1915, hein. Donc, c'est un petit peu la quadrature du cercle. On a besoin d'hommes, mais on ne peut plus les recruter de la même manière. Alors, on a affaire à une nouvelle crise des effectifs, et en plus, tous les Français ne sont pas, toutes les autorités ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire. Par exemple, le gouverneur général de l'AOF, qui s'appelait Jost van Vollenhoven, explique à ce moment-là qu'il fallait arrêter de recruter massivement en AOF parce que c'était se priver de main-d'œuvre, de travailleurs, hein. Et au contraire, à Paris, le gouvernement, aidé par des figures importantes, hein, qui étaient influentes, estimait qu'il fallait recruter massivement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En 1918, on a une mission de recrutement qui est confiée au premier député, entre guillemets, hein, noir sénégalais, qui est Blaise Diagne. Il était député en 1914. Et en 1918, il est investi d'un pouvoir important puisqu'il est haut commissaire de la République. C'est-à-dire qu'en fait, il ne répond qu'au gouvernement. Il ne répond pas aux ordres du gouvernement général de l'AOF, hein. Donc, il est sénégalais, mais il est en ligne directe avec Paris. Et il va mener une vaste opération de séduction publicitaire. C'est de la com, comme on dirait aujourd'hui, avec beaucoup de moyens, pour essayer de faire en sorte qu'on n'ait pas à aller chercher les gens pour rejoindre l'armée française et qu'on n'aille pas les chercher au lasso, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, c'est une tournée essentiellement dans la boucle du Niger. C'est courageux d'une certaine manière parce qu'il a fait sa tournée précisément à l'endroit qui avait connu le plus fort soulèvement, hein, lors de la première campagne de recrutement. Et donc, il tient ce qu'on appelait à l'époque des palabres, c'est-à-dire des grandes discussions publiques où on appelle la population, les chefs, etc., à écouter. Et puis Blaise Diagne, avec son costume cravate qui impressionne, son écharpe tricolore de représentant de la République, assisté de princes africains, avec la Légion d'honneur, hein, la plus haute distinction française, avec le grade d'officier, alors qu'en fait, il y avait très peu d'Africains qui étaient officiers à l'époque. Donc ça, c'est un peu du pipeau, hein. Mais bon, tout est mis en scène, on les voit parader. Et par exemple, pour Ouagadougou, j'ai retrouvé les archives, on emploie des voitures. C'est la première fois qu'à Ouagadougou, des Africains voient des voitures. Et en l'occurrence, c'est des Ford T qui sont démontés, remontés à plusieurs reprises jusqu'à arriver là-bas, parce qu'il n'y a pas les routes qui permettent de rouler en continu. Et ça impressionne les gens qui voient ce truc bizarre qui roule tout seul et qui fait du bruit, quoi. La Ford T, je rappelle d'ailleurs que c'est l'automobile de Tintin au Congo, hein. Donc, pour donner un petit peu voilà. Et donc, si vous voulez, bon, c'est une vraie campagne de promotion et avec un slogan. Ça, Marc Michel, l'historien, l'a déjà très bien montré depuis longtemps. C'est en gros, en versant votre sang, vous gagnerez les mêmes droits. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs sangs. Il y a le sang des fils de la France, qu'ils soient africains ou pas africains. Et du coup, en versant ce sang, en
en s'acquittant de l'impôt du sang à l'égard de la République, eh bien, la République sera généreuse et accordera la citoyenneté française à tous. Hein. Euh, je peux vous dire que ça, c'était de la communication, parce que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que je peux dire sur la crise des effectifs. Et effectivement, pour terminer, vous voulez peut-être la suite, hein, parce que j'imagine que c'est évidemment, il faut quand même la chute. C'est que cette opération-là va bien fonctionner. Elle va très bien fonctionner. Il va y avoir, par exemple, pour ce qui m'a intéressé en tant que chercheur, hein, pour cette région de Ouagadougou qui fournissait énormément de tirailleurs sénégalais, il y aura plus de recrues que ce qui était demandé à l'époque. Hein. Donc, notamment, c'est la noblesse, mais aussi, il y avait encore des rois et des princes hein, qui, en voyant ça, s'étaient dit, ah, il y a quelque chose à tirer du recrutement. Si on envoie massivement, y compris nos propres fils, en échange, en quelque sorte, nous pourrons obtenir des rentes politiques, financières, etc. etc. On pense d'ailleurs que Blaise Diagne a probablement acheté un petit peu aussi ses interlocuteurs. Hein. Donc ça, ce n'est pas complètement avéré, mais ce ne serait pas complètement surprenant. Et donc, voilà. Donc, c'est pour dire que ça a très bien fonctionné, mais que ce n'est pas ça, sans vouloir minimiser la peine, le drame que ça a été pour les Africains, hein, cette grande guerre. Ce n'est pas ça qui a renversé le cours de la guerre, malgré tout. Hein. C'est la paix de Brest-Litovsk, c'est le fait que l'Empire russe s'effondre et se désengage, que la Russie se désengage de la Grande Guerre. Et c'est l'arrivée surtout des Américains à partir d'avril 1917 qui va renverser le cours de la guerre en termes d'effectifs. Pour autant, ça ne veut pas dire que ces recrues qui vont arriver n'aient pas joué un rôle dans la victoire finale de la France dans ce conflit. Alors oui, effectivement, dans ce contexte de recrutement, je me suis intéressé tout particulièrement à Naba Koum II, qu'aujourd'hui au Burkina, dont on se souvient encore un peu. Et Naba, ça veut dire celui qui est autorisé à commander les autres hommes, hein, pratiquement littéralement. Et c'est un titre, en fait, qui est censé, dans la société Mossi, hein, euh, qui est censé être conféré par Dieu. Hein. Donc, c'est un pouvoir politico-religieux très important. Et Kom signifie la pluie hein, dans la langue des Mossi. Et ça veut dire la pluie bienfaisante, c'est celle qui fait pousser les récoltes. Et Nabakom II, donc, qui devient roi de Ouagadougou, du royaume de Ouagadougou en 1905, c'est-à-dire après la conquête de son pays par la France, hein, Nabakom II va comprendre assez rapidement que affronter directement les Blancs, si je puis dire, comme on le disait à l'époque, eux, les Mossis disent Nassara, hein, Nazareth, c'est-à-dire en fait les chrétiens. Affronter directement les Blancs, les Européens, c'est voué à l'échec. Et ça, Nabakom II l'a compris après 1908, avant la Première Guerre mondiale. Et il a compris aussi que pour tirer son épingle du jeu et continuer à régner, eh bien, il fallait qu'il se rende indispensable. Il fallait que le pouvoir colonial ait besoin de lui. Besoin de lui pourquoi? Quelle est la richesse de Nabakom II? Nabakom II, sa richesse, c'est les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, le pays habité par les Mossis est très densément peuplé. Et les Mossis sont des sujets qui obéissent à leur roi. Donc, les Français ont compris ça, eux aussi, et ils ont compris aussi tout l'intérêt qu'ils avaient à traiter avec Nabakom II pour qu'il leur apporte, bah, pour être concret, hein, des travailleurs dans le cadre du travail forcé, mais aussi des soldats dans le contexte que j'ai évoqué. Et ça, c'était déjà vrai avant 1914. En 1914, Nabakom II retrouve l'occasion d'être à nouveau le chef de guerre, ce que la paix française lui avait ôté. Il n'était plus autorisé à porter les armes. Et issu d'une aristocratie guerrière, il retrouvait ses habits de roi de guerre hein, et partait à la conquête, par exemple, du Togo. Pas lui personnellement, mais la fine fleur de la noblesse aussi s'est portée contre le Togo, qui était allemand, en 1914. Bref, lui, évidemment, il ne fait pas ça du tout par patriotisme. La France, pour lui, ça ne provoque aucune émotion, si vous voulez. Mais c'est pour sa survie politique qu'il fait ça. Hein. Ensuite, il a compris autre chose. Il a compris que les jeunes princes, ceux qui vont être appelés demain à devenir des rois, autant qu'ils portent l'uniforme et qu'ils soient décorés et qu'ils obtiennent des grades. Parce qu'ils risquent d'être concurrencés par les nouvelles élites, parfois même par des descendants d'esclaves, ce qui est grave pour lui. C'est-à-dire voir des descendants d'esclaves qui vont avoir
une médaille militaire, une croix de guerre, un uniforme, donc le prestige qui est attaché à ça, et puis une position dans l'administration coloniale, dans la société coloniale. Et donc, il comprend tout ça. C'est quelqu'un qui est très fin politiquement. Et donc, il va mettre en scène l'incorporation des propres membres de sa famille pour pousser l'ensemble de la noblesse mossi à faire la même chose. Et ça donnait lieu à des photographies, notamment pendant le passage de la mission Diagne, que vous pouvez retrouver. Je fais une petite publicité hein, sur le site de RFI. Si vous tapez sur le moteur de recherche RFI Blaise Diagne 1918, vous allez trouver en fait ces clichés avec des textes qui sont très bien faits, qui vous montrent tout cela. Voilà, donc Nabacom 2, il évoque un double jeu, parce qu'en même temps qu'il dit qu'il sert la France par attachement à la France, en réalité, il sert l'attachement à son propre royaume. Ça, les Français ne le voient pas toujours, ou parfois c'est aussi un jeu de dupes. Et donc, du coup, il agit sur les deux tableaux. Et figurez-vous, et je termine avec Nabacom 2, hein, qui va avoir un règne très très long, puisqu'il va mourir en 1942, et donc il va connaître la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il va faire la même chose. C'est-à-dire qu'en 1939, il met en scène le recrutement des membres de sa famille. Il pense que c'est la répétition de 1914. Il se trompe un peu parce que, évidemment, ça ne va pas se passer de la même manière. Et puis ensuite, ça ne se passe pas de la même manière, hein, puisque 1940, c'est la défaite, en tout cas au moins pendant la campagne de France, de l'armée française. Et alors là, il va servir Vichy. Et puis ensuite, il va mourir et son successeur, lui, va servir De Gaulle. C'est-à-dire que ce n'est pas leur problème, en fait. Leur problème, c'est des intérêts bien compris. Hein. J'analyse la situation, je vois ce qu'il faut faire, et surtout, je ne peux pas sacrifier les institutions royales. Donc, je fais ce qu'il faut pour ça, quitte à envoyer les sujets se faire massacrer sur différents théâtres d'opération. Vous avez raison de poser la question de cette manière-là, c'est-à-dire dans cette partie du monde, parce qu'il se trouve que ce qu'on appelle le processus de décolonisation, ça ne peut se comprendre qu'en faisant ce qu'on appelle une histoire connectée. Il faut quand même comprendre que après la Seconde Guerre mondiale, après 1945, c'est vrai en grande partie avant, mais ça l'est plus encore après, euh, les informations, elles circulent sur des espaces qui sont très larges et à une rapidité qui est toujours plus importante. Donc, pour ne retenir que ça, il y a ce qu'on appelle l'espace impérial français. Donc, la France, je le rappelle, c'est la métropole, plus ses colonies en Asie, plus ses colonies en Afrique, plus la Guyane, hein, donc en Amérique du Sud, plus les Antilles, plus. Et tout ça interagit en fait. Vous voyez? Donc, on ne peut pas comprendre la décolonisation d'Afrique de l'Ouest si on ne retrace pas ce qui s'est produit ailleurs, parce que ça va avoir des effets hein, à double sens d'ailleurs. Bon, ça, c'est le premier point que je voulais vous dire. Le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que le processus de décolonisation a été linéaire et inéluctable. Aujourd'hui, heureusement, on a un renouveau historiographique qui finalement montre que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein. Je vous en donne quelques idées. C'est que malgré ce qu'on peut entendre dans un certain nombre de discours à teneur plutôt patriotique et nationale, c'est tout à fait normal, hein, après les indépendances, il y a un grand nombre de chefs d'État au moment de l'indépendance qui ne l'avaient pas souhaité en Afrique de l'Ouest. Donc, par exemple, Félix Houphouët-Boigny, qui va être chef du gouvernement ivoirien à la toute fin des années 50 et premier président de la Côte d'Ivoire, n'a jamais conduit la moindre lutte pour obtenir l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il a effectivement joué un rôle majeur dans la naissance d'un parti qui s'appelait le Rassemblement démocratique africain, qui était interterritorial, c'est-à-dire qui concernait en gros toute la l'AEF, mais qui était là pour desserrer l'étau colonial, pas pour s'émanciper totalement. Hein. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Léopold Sédar Senghor, au Sénégal, c'est la même chose. Il n'a pas souhaité l'indépendance du Sénégal, ce n'était pas son objectif. En fait, ils étaient la plupart sur des visions qui allaient dans le sens, je dirais, d'une autonomisation de la vie politique, de la suppression du cadre coercitif colonial, par exemple, suppression du travail forcé, ce sera le cas en 1946, loi Houphouët-Boigny, généralisation de la citoyenneté française, toujours 1946, là c'est la loi Lamine-Gay, mais en fait la généralisation aura lieu en 1956. Bon bref, c'est des mesures comme ça qui sont prises, en gros jusqu'en 58. Hein. Donc c'est cette vision-là des choses, à quelques exceptions près. Par exemple, au Cameroun, les choses sont très différentes en Afrique centrale, peut-être qu'on y reviendra.
Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un champ des possibles qui, au sortir de la guerre, est très ouvert, avec des élites qui, par chance, si on se place du point de vue de Paris, sont plutôt des élites modérées. Il n'y a pas de mouvement nationaliste aussi ancien qu'en Indochine ou en Afrique du Nord, par exemple, qui réclament l'indépendance. Ça ne s'est pas passé exactement comme ça, mais cela dit, tout le monde sait ce qui se passe quand même en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Indochine. Enfin, tout le monde, en tout cas les élites politiques le savent. Mais elles sont encore modérées. Et face au blocage, à toute une série de blocages, mais aussi d'avancées, on en arrive à un desserrement de la tutelle coloniale, à une libération du jeu politique. Les partis politiques sont autorisés à partir de 1945, il y a des élections. L'administration française a l'habitude de truquer les élections. Hein. Donc les bourrages d'urnes, ça commence en 1946-47. Hein. Donc quand on dit aujourd'hui que c'est une marque de fabrique de la démocratie à l'africaine, ça fait quand même sourire, parce qu'en fait, les premiers à truquer les élections, ce sont bien les Français, les autorités françaises de l'époque, hein, notamment pour endiguer le RDA. Donc bon, ils ont été des bons maîtres en la matière. Et ce que je veux dire, malgré tout, la parole s'exprime, elle se politise au sens où on l'entend nous ici. Et ça, c'est vrai que c'est une sorte de point de non-retour qui est franchi. Et puis ensuite, bah, il y a le décrochage en Indochine, Dien Bien Phu, 54. Ça montre quand même que la France bah, n'est pas si forte que ça, que finalement l'indépendance c'est peut-être pas mal, et qu'il y a des gens qui sont prêts à mourir pour ça. N'oublions pas qu'il y a des tireurs sénégalais qui ont participé à la guerre d'Indochine, qui ont vu ça, hein, etc. Ensuite, les deux protectorats, Maroc-Tunisie 1956, deviennent indépendants, donc l'empire se délite. L'Algérie, là aussi, des tireurs sénégalais ont été employés en Algérie. Donc 62, évidemment, l'indépendance, mais en fait, ça commence en 54, en novembre. Et cette guerre d'Algérie, bah, tout le monde la suit de près en Afrique subsaharienne. Hein. Donc on voit bien ce qui se passe. Et puis sans compter l'indépendance, par exemple, du Ghana en 1957, en fait, l'indépendance de la Gold Coast qui va devenir le Ghana. Donc il y a des exemples en plus anglo-saxons. Et donc ce qui se passe, c'est qu'en 58-59 se forment les premiers exécutifs vraiment africains sous giron de la France, avec des assemblées qui existaient déjà avant, mais dont les compétences sont renforcées, des assemblées qui ont un pouvoir législatif. Et en fait, en 58-59, on voit naître alors ça, c'est vraiment étrange à comprendre, des républiques, mais à l'intérieur de la France. Pour une république une et indivisible, soi-disant jacobine et tout ce que vous voulez, ça peut paraître quand même assez étrange. Hein. Donc, on a des premiers ministres, en fait, africains, mais qui sont premiers ministres de territoires. On n'appelle plus ça des territoires coloniaux, on dit c'est des territoires d'outre-mer. Mais en fait, ce sont toujours des colonies. Hein. Et bah, ces premiers ministres, ces chefs de gouvernement, bah, progressivement, mais ils vont être lâchés, en fait, par la France. En fait, c'est le général de Gaulle qui, à une exception près dont il faut quand même que je parle, hein, va se dire que d'un point de vue stratégique, la France n'est pas prête à s'accrocher coûte que coûte à ces territoires de l'Afrique subsaharienne. Il y a d'autres enjeux. Il y a l'arme atomique, il y a la souveraineté économique, il y a une position entre l'Union soviétique et les États-Unis à construire, il y a l'Europe, il y a tout un tas de choses, et qu'il vaut mieux maintenir une présence plutôt informelle, c'est ce qu'on appellera la France-Afrique, quitte à faire la guerre en Afrique, hein, notamment au Cameroun ou ailleurs. Mais il vaut mieux faire ça plutôt que de s'accrocher à ces territoires et en faire des départements d'outre-mer comme c'était possible ou des territoires d'outre-mer. Donc c'est un lâchage, sauf en Guinée, parce qu'en 1958, les Guinéens disent non lors du référendum autour de la constitution de la Ve République. C'est technique, j'en suis désolé. Mais De Gaulle avait fait une tournée en Afrique pour obtenir le oui. Et il y a un territoire où les Africains ont dit non. Le choc, hein, c'est la Guinée. Hein, et c'est la Guinée d'Ahmed Sékou Touré, qui était chef de gouvernement. Et automatiquement, la Guinée devenait indépendante. Donc, ça veut dire aussi représentée à l'ONU. Donc, quand vous êtes chef de gouvernement et que vous voyez quand même ce que ça représente d'avoir sa propre place à l'ONU, à New York, hein, avec vraiment pleine souveraineté, on va dire, diplomatique, c'est quand même quelque chose qui a donné des envies à d'autres. Hein. Donc voilà, et ça ne s'est pas très bien passé d'ailleurs. Il y a eu des mesures de rétorsion de la France quasi immédiates. Hein. Pour le dire vraiment de manière très synthétique en quelque sorte, hein, c'est une histoire qui passe pas encore complètement ni, alors j'allais dire ni en France ni en Afrique. Bon, ce serait peut-être un petit peu pessimiste que de dire ça et je crois pas que ce soit complètement vrai. Je pense honnêtement que en France, c'est largement méconnu aujourd'hui.
je le pense. C'est-à-dire cette histoire-là, finalement, elle est très peu enseignée. Alors, je sais bien qu'on trouve toujours un moyen d'inclure la question des décolonisations dans les programmes au collège ou au lycée, mais enfin, on le sait tous, hein, que généralement, ce pas les sujets qui sont les plus traités, ce pas des sujets qui sont en plus les mieux compris, du coup, parce qu'ils sont complexes et que on enseigne les décolonisations, mais on n'enseigne pas l'histoire de l'Afrique, donc on ne peut pas comprendre grand-chose, hein, finalement, à ces processus. L'histoire de la colonisation elle-même n'est pas connue, donc comment voulez-vous comprendre ce processus de décolonisation, hein, ou de postcolonial aussi, hein, de penser ça, hein. On peut tout à fait le penser avec les élèves, hein, par exemple. Mais pour ça, il faut quand même avoir du contenu. Donc, c'est pas trop. Je ne crois pas que ce soit le cas, à part parmi une génération de gens qui ont connu cette histoire-là à travers les médias, etc., ou des acteurs eux-mêmes. Si vous voulez, il y a d'abord ce qui est resté de la domination française en Afrique, qui est tout à fait visible. C'est ce qu'on a pu appeler, c'est ce qu'on a pu appeler la France-Afrique. Donc, c'est-à-dire, en fait, euh, le maintien des relations de domination et d'influence de la France dans ce qu'elle appelait son précaré, c'est-à-dire, en fait, ses anciens territoires coloniaux. C'est-à-dire, OK, on ne s'oppose pas à l'indépendance, et encore que, on ne s'oppose pas à l'indépendance des territoires de l'AEF et de l'AEF, mais par contre, attention, ces territoires-là, il n'est pas question qu'ils échappent à notre influence. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on a des accords de coopération militaire, technique, etc. Donc, ça veut dire qu'on a des forces prépositionnées sur place, que c'est, je veux dire, sous la Ve République, ça a été l'Afrique, les anciens territoires coloniaux, ça a été un des lieux où l'armée française a peut-être le plus combattu, hein. Il suffit de penser, par exemple, aux 2 mandats de François Mitterrand, hein, mais j'aurais pu en citer d'autres. Jacques Chirac avec la Côte d'Ivoire, François Hollande avec Barkhane, Serval puis Barkhane, etc. Enfin, je veux dire, c'était presque devenu une tradition que les chefs de l'État de la Ve République mènent des opérations militaires à format réduit, mais mènent des opérations militaires dans leur précaré. Et ça, évidemment, ça a des traces, parce que c'est une histoire qui est récente. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le tout début des années 2000, par exemple. Donc, bon, évidemment, il y a encore une mémoire de ça. Barkhane est un théâtre d'opération fermé depuis très peu de temps, sans parler de Sangaris en Centrafrique, etc. Donc, en fait, les Africains ont continué à vivre en fait cette histoire-là, hein, presque au quotidien, en fait. Sans compter, pour des choses un peu plus, mais la coopération avec les enseignants français qui sont partis et qui ont été assez nombreux jusqu'à à peu près jusqu'au moment où Lionel Jospin devient Premier ministre, hein. C'était ce qu'on appelait la COPé. Et donc, vous avez beaucoup d'enseignants qui ont enseigné là-bas, donc ça veut dire qu'il reste aussi cette mémoire-là, etc., etc. Et puis, il y a les grandes entreprises françaises, Bolloré, Bouygues, etc., évidemment, ça, Elf, et j'en passe. Donc, tout ça est connu et a été est vécu encore aujourd'hui en partie. Bon, sans parler d'Areva pour l'uranium, etc., etc. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que cette mémoire, elle est vive, mais c'est même pas seulement une mémoire, c'est que ça continue de se vivre encore, en partie aujourd'hui, et qu'il y a beaucoup de ressentiments de manière générale. Vous savez très bien que dans un certain nombre de pays, notamment du Sahel, où la France est intervenue récemment, on a, alors parfois c'est un peu téléguidé, un peu manipulé, etc. Mais enfin, en fait, ça ne pourrait pas voir le jour s'il n'y avait pas un fond, hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même un ressentiment qui s'exprime vis-à-vis de la France, vis-à-vis de sa politique. La politique non seulement qu'elle a menée au cours de la période coloniale, mais que surtout elle a menée après les indépendances. Et donc, il y a quand même cette idée de reconquérir la souveraineté ou d'obtenir une vraie souveraineté pour des États qui sont indépendants formellement, mais qui, dans les faits, sont encore tributaires des intérêts de la France. Et on sait bien que c'est ce qui a pu amener certaines réactions très vives face, par exemple, à des propos du président Macron, que ce soit à Ouagadougou, au Burkina Faso, ou encore plus récemment. Bon, les exemples sont quand même assez nombreux où on entend beaucoup de gens se plaindre en fait de cette espèce de paternalisme français, le fait qu'on convoque les chefs d'État africains à Pau, alors qu'on ne peut pas, nous, la France, convoquer des chefs d'État souverains, c'est pas possible, etc., etc. Donc, ça choque beaucoup, et ça choque d'autant plus, notamment des jeunes qui ont. Alors, quand je dis jeunes, c'est pas seulement l'âge, mais prenons quand même le cas de l'âge, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 30 ans, on va dire, qui ne connaissent presque rien, eux non plus, de la colonisation, en fait. Ils n'ont pas un savoir, pour la plupart, livresque, hein, de la colonisation. Pour ça, ils n'ont rien à envier à nos lycéens ou nos jeunes étudiants, hein, par exemple. Mais en revanche, ils ont des smartphones, ils sont très connectés à Internet,
Donc, il regarde ce qui se passe, ce qui se dit, hein. Et puis, les émotions, les sentiments, les analyses aussi, elles circulent. Et il y a cette idée de mettre fin, une bonne fois pour toutes, à ces relations qui sont considérées comme des relations malsaines, hein, entre la France et l'Afrique du point de vue bon. Alors après, tout ça peut être instrumentalisé, hein. On sait qu'il est possible que la Russie ne soit pas pour rien derrière tout ça non plus dans certains cas, que bon, c'est toujours aussi facile d'ailleurs de trouver des boucs émissaires un petit peu étrangers, mais en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et voilà, donc ces traces, elles sont celles-là, et j'ose croire qu'il y a aussi peut-être des traces positives aussi, hein, notamment à travers l'attachement à une culture. Moi, je reviens du Sénégal. J'étais à l'université chez Anta Diop et j'ai rencontré des collègues, parfois plus âgés que moi, euh, avec lesquels on partage aussi une culture commune, hein, et qui sont fiers de partager cette culture commune. Donc, ne soyons pas non plus tout le temps complètement pessimistes et catastrophistes. Il y a quand même des choses aussi, heureusement, qui, même dans le côté le plus tragique que ça a pu être, la colonisation, et ça l'a été. Heureusement qu'il y a eu des choses aussi qui ont éclos et qui ont été des belles choses aussi, même si ce n'était pas l'intention première de ceux qui ont décidé cette politique d'expansion.